La montée des extrêmes génère des révoltes, des réactions vives, mais également des peurs. Quel message évangélique porter aujourd'hui? Pour en parler, je suis avec Yvon Leray. Bonjour Yvon. Bonjour. Alors Yvon, tu es nouveau venu sur cette chaîne. Alors est-ce que pour commencer, tu voudrais bien te présenter à nos auditeurs? Oui, merci David. Effectivement, je m'appelle Yvon Leray, j'ai 44 ans, je suis impliqué en politique depuis 2014 en qualité de conseiller municipal délégué, et particulièrement en Île-de-France. Super. J'ai parlé en introduction de la peur qui peut arriver. Je voudrais la mettre en écho avec celle de Martin Luther King qui disait: «Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais c'est l'indifférence des bons». Dans la situation que l'on vit, comment tu vois cette citation et puis cette situation où les gens actuellement ont peur vis-à-vis de ce qu'ils voient et qu'ils entendent à la télé? Oui, c'est extrêmement pertinent cette citation de Martin Luther King. Ça fait écho, je l'ai relu encore il y a vraiment quelques semaines. Ça fait écho parce que, on est face à des constats, de difficultés, politiques, économiques, dans le pays et c'est aussi, pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de très concret qui est dans notre quartier, qui est aussi dans notre voisinage. On voit des personnes qui souffrent, de manquements, de difficultés économiques et justement, la question c'est: «Mais qu'est-ce que je peux faire de manière concrète?» Parce qu'on on peut, agir sans aucun doute, et ça peut passer par des choses relativement simples. En réalité, simplement déjà aussi de poser, peut-être la question sur les besoins, des personnes qui nous entourent. Et je crois que là-dessus, on a tous à se questionner. Ça passe, alors moi j'ai un texte, pour un chrétien, qui vient rapidement, c'est peut-être, ce texte de Matthieu 25, celui qui a faim, qui a soif, qui a besoin d'un vêtement. Hem et ça, c'est vrai que ça fait partie aussi des engagements que j'ai, auprès de certaines personnes qui sont démunies. Faire une maraude, par exemple, c'est quelque chose qui est, souvent, à notre portée à partir du moment où on a nos 2 jambes et 2 bras. Mmh. Merci pour, ce message général. Pour revenir sur le sujet qui nous préoccupe en ce moment, j'aimerais, juste citer un petit bout du communiqué de la FPF qui est sorti, hier, je crois, hem, dans lequel la Fédération protestante de France regrette que les 3 principales formations politiques poussent les électeurs à voter, par rejet plutôt que par adhésion. Et puis, quelques jours plus tôt, Erwan Cloarec avait, dans un discours, à des responsables, hem, du CNEF, parlé de cette église qui doit manifester au monde qu'une autre société est possible et que le CNEF encourage les protestants évangéliques à prendre leur part à la vie de la cité, en parole, en prière et en actes, chacun selon son appel propre. Est-ce que, c'est pas ça justement la réponse que doit faire, l'Église à ces 3 formations politiques qui nous poussent à voter par rejet? C'est vrai que la situation est telle que la question du vote, heu, on est dans un vote d'urgence. On est dans une situation où on n'a pas le temps de construire même sa pensée ou des programmes qui seraient approfondis. Je crois que tout le monde a été pris de court, et là, on est face à quelque chose qui était déjà présent en réalité, mais qui est exacerbé, par un contexte accéléré, d'un vote imminent. Alors, le vote par rejet n'a jamais été bon, puisqu'il n'est pas en profondeur assis sur des convictions, il est assis sur une crainte, une peur de quelque chose qui est là. Alors on a entendu différentes déclarations et je crois que, là-dessus, les chrétiens ont intérêt à être attentifs et à s'intéresser et à s'interroger justement sur ce qui leur est dit. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est de voir certains votes, qui sont décorrélés finalement des valeurs ou des convictions profondes, Mmh. des personnes. J'en ai vu encore il y a pas très, très longtemps et je m'étonnais que, heu, certains votes étaient vraiment complètement décorrélés, de la valeur familiale, par exemple. Et la famille, c'est, le premier objet, enfin, c'est le premier lieu qui fait socialisation. Premier lieu où, il y a une structuration, où il y a un environnement qui permet justement, l'éducation, l'instruction et l'émancipation de tout individu.
Mmh. Donc, heu, pourquoi, pourquoi vraiment ne pas, prendre le temps, d'analyser, et de lire? Alors c'est vrai que ça demande une démarche et un effort, en fait, d'aller chercher l'information, d'aller, heu, la comprendre et moi je suis très reconnaissant par rapport à ton émission, David, qui je crois fait un travail de pédagogie justement pour essayer de comprendre un petit peu les messages qui nous sont donnés. Alors, le message de Erwan, Cloarec, effectivement, je crois que c'est par l'investissement, des uns et des autres, que ça soit dans le milieu associatif, que ça soit dans le milieu politique, que ça soit dans la cité de manière générale. Hem, je crois que, notre manière d'agir, alors je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que, la crainte des fois, c'est de faire une politique, partisane. Alors, moi, j'essaie je fais de la politique, pas par, intérêt partisan, mais par vocation et je pense de manière transpartisane. C'est-à-dire que l'intérêt général est supérieur à l'intérêt d'un parti et je crois que c'est l'intérêt ou le parti du bon sens que j'aimerais et ce pourquoi d'ailleurs justement, je m'investis et je m'engage quotidiennement en politique et j'invite toutes les, personnes, tous les chrétiens de manière générale à s'impliquer dans la cité et c'est, je crois, pour le bien de la cité, si on souhaite faire du bien à notre quartier, à nos voisinages, eh bien, je crois que, effectivement, la maîtrise de soi, toutes ces qualités, que peut aussi, proposer et véhiculer, les chrétiens, ils ont quelque chose à dire et quelque chose à faire en la matière. Mmh. Justement, tu parles de s'engager en politique, mais les chrétiens sont souvent dissuadés de s'engager en politique parce qu'ils ont peur d'être caricaturés ou même de se corrompre? Oui et c'est une crainte, qui est ancienne dans le christianisme et notamment au début du mouvement, pentecôtiste, donc des mouvements américains. C'est vrai qu'il y avait des craintes et il y avait même aussi, une doctrine là-dessus comme quoi, la politique, c'était quelque chose de sale, quelque chose de corrompu, quelque chose qui, ne pouvait pas être conciliable avec, la religion ou pas conciliable avec, l'engagement d'un chrétien. Mais, face à ça, moi j'aimerais, reconsidérer, quelques aspects, notamment, des textes bibliques. Moi je crois que, Joseph, a eu une fonction, imminente en Égypte pour le bien, du peuple et pour sa sauvegarde. Je crois que Daniel, a été un satrape, un ministre, et qui a, eu, différents rois et qui a été là aussi placé dans l'exercice, d'un service, d'une haute responsabilité dans un pays, pour le bien, du peuple et bah, le roi David aussi a exercé finalement le pouvoir sur un peuple. Je crois que faudrait pas extraire, cette, vocation-là. Tous ne l'ont pas, c'est vrai, mais quelques-uns, ont cet appel et je crois que faudrait, ça serait vraiment important de considérer, ces textes-là, considérer aussi cet appel pour le bien de la cité et de manière générale aussi, c'est parce que je crois que c'est une manière aussi concrète d'agir. Si on est saisi par la peur, si on est saisi par le fait de la corruption, alors comment on peut combattre la corruption? Est-ce qu'on agit toujours par, opposition à quelque chose? Si on commence à faire ça, alors on essaie de s'extraire de tout, alors que, on vit avec nos contemporains, on vit dans la cité et si on veut impacter, la cité et si on veut aussi je crois que un des modèles, c'est le Christ, hein. Il a vécu dans son temps, dans sa cité, il a rendu à César ce qui était à César et il a invité les hommes à donner ce qui était à ce qui revient à Dieu, à Dieu. Donc là, sur ce point-là, je crois vraiment qu'on doit ne pas s'effrayer. On sait que la corruption existe et en fait, en réalité, elle n'est pas propre au milieu politique. Elle est propre à tout groupe humain. Dès lors où il y a des jeux de pouvoir, ça peut être dans une association, ça peut être n'importe où, en entreprise, mais comment la combattre? Si ce n'est pas en allant sur ces terrains-là et en partageant aussi, des valeurs, bah, d'altruisme, d'équité, de justice. Je crois que Mmh. ça, c'est vraiment essentiel. S'engager dans la cité, ça demande de prendre la parole. On est dans une époque où justement, à la télé, on entend que ou même à la radio,
que cette parole n'a plus de valeur. On entend des choses qui sont dites et qui ne sont pas faites en suivant, Oui, c'est une époque terrible. c'est une époque terrible où, il y a un affaiblissement de la valeur de la parole parce qu'on dit tout et tout se dit, et encore avec mesure parce que dans certains cas aussi, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'autocensure. Des choses qu'on aurait pu se permettre de dire, même avec de l'humour, il y a 20 ou 30 ans en arrière. Aujourd'hui, ça n'est plus possible en raison, effectivement, d'associations, de collectifs qui défendent des causes et elles peuvent être, justes en soi. Par exemple, moi, je combats toute forme de haine. Par contre, je ne il y a certaines idéologies pour lesquelles je ne suis pas favorable, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est contre, les personnes. Je suis contre certaines idées, et ça, je pense que souvent, c'est pas forcément bien compris. Alors, la la valeur de la parole et c'est là où je crois, on doit vraiment réfléchir: «Qu'est-ce que vaut notre parole?» Et c'est à nous, je crois, de considérer la valeur de notre parole. Peut-être aussi, de faire ce travail-là, mais, hem, peut-être être plus prudent sur ce que l'on dit. C'est vrai que les réseaux sociaux ont pas forcément, toujours encouragé à avoir une parole équilibrée, à avoir une parole, de valeur, et je crois que l'engagement aussi et la responsabilité, c'est ça aussi la vraie liberté, c'est d'avoir conscience que, on a une responsabilité face à nous et face aux autres dans ce que l'on dit. La langue, le pouvoir de la langue, oui, on le connaît, le verbe, il est puissant. Bien des décisions, sont formulées d'abord par le verbe avant d'être écrites, et on Mmh. en a eu un exemple il y a pas très longtemps par le président de la République lui-même. Donc je crois que, nous les chrétiens, on doit réinvestir aussi le champ de la parole, hem, le considérer, comme il l'est à l'origine, le verbe qui crée. Et on peut, créer des choses par nos mots, encourager, ceux qui nous entourent, valoriser ceux qui sont dévalorisés, heu, rendre justice aussi sur ce qui n'est pas juste, et aussi dire la vérité. Et je crois qu'on a ce devoir-là aujourd'hui, plus que Mmh. jamais. Ça marche. Merci Yvon. Hem, en début d'interview, tu nous as précisé que tu étais un élu local. Hem, on découvrira dans d'autres entretiens d'autres de tes casquettes, notamment, tout autour de ce qui se passe dans les prisons et cetera. Hem Et on est passé un peu vite sur le fait que tu étais un élu local. Est-ce que tu peux nous raconter comment quelqu'un qui est engagé dans sa vie professionnelle, qui est engagé dans son église locale, s'est retrouvé, à prendre une délégation dans une ville? Comment tout d'un coup, on passe de «Je suis, un chrétien engagé dans la cité» à «Je suis un chrétien engagé et je suis aussi un élu»? Alors, c'est vrai qu'en réalité, je crois que c'est l'histoire est très, très, très ancienne. Très tôt, dès il y a un peu plus de 20 ans, j'ai travaillé au contact, d'élus, de politiques, de sénateurs, de parlementaires, mais plutôt sous la casquette, de technicien. J'étais chef de service et j'ai accompagné, beaucoup écrit des discours et accompagné techniquement, rédigé des notes d'opportunité, des rapports, et c'était d'abord mon angle d'attaque, ça a été effectivement d'accompagner les élus dans les prises de décision stratégiques. Et puis progressivement, je me suis interrogé, mais j'étais pas vraiment préparé à cette question-là, et puis un jour, je suis allé voir, le parlementaire, de mon secteur, et puis on a eu une conversation. Alors que moi, je venais lui parler de développement économique, de certaines idées, lui il m'a parlé d'une autre idée et effectivement me posait la question: «Mais, et l'engagement politique, qu'est-ce que j'en faisais?» Bah, ça a été un questionnement interne, et ça m'a demandé quand même pas mal de temps à me positionner. Est-ce que j'étais prêt à engager du temps? Oui, il y a une notion de sacrifice. Faudrait pas faire, croire que, c'est sans conséquence, mais, on n'a pas de il y a pas de résultat, il y a pas de service sans sacrifice. Moi, j'en connais pas. En fait, là, je pense que c'est dans tout domaine, et donc c'est par ce biais-là, cette discussion-là, je suis arrivé
à aller plus loin sur cette question-là, de m'investir en politique, après cet échange-là. Mmh. C'est un très bon exemple. Je ne connaissais pas ton parcours, je savais pas comment tu y étais arrivé, donc je lançais une perche au cas où. Mais je crois vraiment qu'il y a une chose, c'est que, je suis sûr que dans les personnes qui nous écoutent, il y en a plein qui ont des domaines de compétences, des domaines d'expertise et je crois vraiment qu'on devrait oser beaucoup plus parler aux élus de ce que l'on sait, de ce que l'on croit. Et ils sont beaucoup plus demandeurs que ce que vous pouvez imaginer. Et puis ce qu'a fait Yvon, qui l'a amené à devenir même lui-même, élu engagé, un citoyen peut le faire. Hem, Moi, il y a quelques années, entre les 2 tours des municipales sur Toulouse, j'habite plus à Toulouse, mais je me suis rendu compte que la liste qui allait gagner, n'avait pas du tout, de programme autour de l'alimentation et de la résilience alimentaire. Et donc un dimanche soir, ben, j'ai pris un morceau de papier et puis j'ai écrit tout un programme sur la résilience alimentaire des territoires parce que ça fait partie des choses qui m'intéressent. Et je l'ai envoyé à l'équipe municipale qui allait gagner à nouveau. Et dans la semaine qui a suivi, j'ai eu 5 adjoints au téléphone et aujourd'hui, ils sont en train de mettre en place le programme que je leur avais écrit. Alors peut-être pas de la façon dont je l'ai écrit, dont je l'aurais fait moi, mais ça m'appartient pas. Être force de proposition, on peut tous le faire dans nos domaines de compétences. Mais, il faut juste prendre le temps d'écrire comme Yvon a pu le faire, le temps de se déplacer, d'être force de proposition. On n'est pas besoin d'être élu pour être engagé dans la politique et dans la cité. On peut le faire en tant que citoyen, être, une personne ressource pour la cité. Et puis au bout d'un moment, peut-être que oui, à force d'être une personne ressource, on nous demande plus et on n'est pas obligé. On peut accepter ou on peut décliner cette opportunité. Mais, on n'a pas besoin d'être dans tout ou rien. On n'a pas besoin de juste rester, un spectateur, de la situation ou, complètement à fond engagé. On peut trouver aussi une place en tant que citoyen et moi, je vous invite parce que je suis certain que parmi vous, il y en a plein qui ont des domaines de compétences particulières et c'est bien en fait, souvent en France, on se bouge quand on est contre un projet et on n'ose pas assez, prendre la plume pour en proposer et je vous assure que les élus n'attendent que ça. Les élus n'attendent que d'avoir des citoyens qui disent: «Moi, je suis pas forcément d'accord avec vous sur ces points-là, mais par contre, j'ai un projet, je pense que ça pourrait être bon pour la cité, je pense que ça pourrait être bon pour mon quartier» et cetera et je suis certain que vous aurez des oreilles attentives pour vous écouter. On n'a pas parlé de la prière, on pourra en parler une autre fois. Bien entendu, la prière pour notre cité est aussi une manière d'agir, mais ne restons pas juste à commenter l'actualité, fabriquons-la. Ça serait un petit peu, ce que j'aurais envie de dire. Est-ce que, Yvon, tu aurais un dernier mot pour les chrétiens qui, justement, là, vont devoir faire un choix? Parfois, le choix qu'on leur propose n'est pas vraiment un choix et ils sont dans cette difficulté, face à ces élections législatives qui, comme tu l'as dit, c'est un vote d'urgence. Oui, c'est un vote d'urgence et dans une situation d'urgence, je crois que le plus important effectivement, c'est de pas céder à la panique. C'est vrai qu'on pourrait réagir d'une manière très émotionnelle et on est fait comme ça, on est des êtres émotionnels, ça c'est vrai. Mais je crois pas que la peur soit bonne conseillère et moi j'invite tous les chrétiens, engagés ou moins engagés ou pas du tout ou même voire désintéressés ou même qui pourraient imaginer s'abstenir. Heu, je vous invite à prendre le temps de regarder, vraiment les programmes des uns et des autres. Hem, je ne donne jamais et je ne me permettrai pas de donner aucune consigne de vote, mais vraiment j'invite à chacun à regarder, quelles sont les valeurs, ce qui est proposé par chaque candidat et puis après, c'est vrai que moi la question c'est: «Mais en fait, qu'est-ce qui est le moins pire?» peut-être dans une situation, telle que celle-ci. Je crois pas qu'il y ait d'idéal et il faut surtout pas peut-être imaginer qu'il y a un idéal absolu dans cette situation-là. Mais il y a peut-être un moindre mal et puis, la 2e et le deuxième volet, bien sûr, c'est de prier, mais j'en rajouterais, un troisième. e c'est vrai que c'est un sujet ça. Est-ce qu'avant de voter, est-ce que je prie pour ça? Est-ce que je demande: «Mais en fait, qu'est-ce que je dois faire?» Ça, c'est vraiment une question qui m'a traversé il y a c'est finalement pas si vieux que ça, mais je me suis posé la question, mais est-ce qu'on n'avait pas exclu aussi, de notre vote des fois, ce que Dieu pensait de tout ça, dans les affaires courantes?
Et puis, la troisième chose, comme tu l'as très justement souligné, oui, on peut faire de la politique sans être, élu ou, être dans un parti. Et oui, j'invite, comme tu l'as fait, oui, les élus ne sont pas des experts en tout et sur tout. Et en fait, vivre ensemble, vivre la société, c'est partager ce que l'on a reçu comme don et le mettre au service des autres. Alors comme tu l'as fait, j'invite effectivement tous ceux et celles, qui sont des hommes et des femmes de bonne volonté, mais aussi responsables devant, Christ, de faire cette démarche-là sur qu'est-ce que vous pouvez faire. Et si pour vous, c'est pas la politique, c'est l'associatif ou si c'est pour vous, être, une lumière dans votre quartier, voilà, peu importe. Mais, je crois qu'on doit pas oublier cette redevabilité qu'on a vis-à-vis des autres. Mmh. Merci beaucoup, Yvon. Pendant que tu parlais, je pensais aussi, au fait qu'on peut aussi questionner notre cœur, dans cette recherche d'idéal. Est-ce que nous sommes pas en train d'attendre, et d'avoir un désir de Messie, d'attendre un Messie qui viendrait sauver la France, et c c il ne viendra pas par là. Les choses sont claires, il ne viendra pas par là et peut-être des fois, on met des attentes envers les élus qu'on devrait mettre envers Dieu et on oublie que ce ne sont pas eux qui sont tout-puissants et qui sont réellement, en charge du temps et des événements. Heu, Questionner notre cœur, c'est aussi, remettre chacun à sa place et puis aussi remettre, les choses en perspective. Je pense que ça peut être utile dans ces temps. En tout cas, merci beaucoup Yvan pour ce temps et pour, ces paroles partagées qui ont de la valeur et qui, elles, sont justes. Et puis, à chacun d'entre vous, bon courage dans ces temps. Prenez le temps de voir ce que vous allez pouvoir faire. Je ne sais pas encore si on refera des émissions sur ce sujet, d'ici le 30, on va voir. N'hésitez pas si vous avez des questions, on reste disponible et puis si besoin, je saurai solliciter l'un ou l'autre de nos intervenants pour répondre à vos questions qui seraient, brûlantes ou urgentes. Encore merci et puis à très bientôt.